Alors, on y va. Donc, aujourd'hui, on va reprendre le chapitre 14. Bah oui, c'est là que je mets toutes les vidéos depuis le début, de tous les cours qu'on a fait en live. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je découvre, c'est bien. Voilà, donc là, vous voyez normalement mon écran. C'est Monsieur Bucher. Voilà, donc là, vous voyez mon écran. J'enregistre du coup en live. Non, pas en live, j'enregistre et je vais mettre en ligne après. Donc on va reprendre le chapitre 14 aujourd'hui. On va avancer un petit peu, finir le chapitre 14. On fera quelques petits exercices d'application. Ouais, t'as vu? Et je veux, oui, donc je disais, on fera quelques petits exercices d'application et après je vous donnerai une petite série d'exercices à faire à la maison et juste regarder vite fait le chapitre 15. On parlera un petit peu du chapitre 15 rapidement, mais le problème c'est que c'est un chapitre qui normalement se fait avec du TP, avec des manipulations. Et là, vu comme c'est parti, ça sent pas bon pour la reprise. Enfin bon, on sait pas encore, on va voir. Pour l'instant, j'ai pas d'infos plus que vous. Bonjour. Alors je disais, la lumière, elle se déplace à 300 000. On verra, j'en sais rien. Donc, la lumière, elle se déplace à 300 000 km par seconde, mais pas n'importe où, toujours dans le vide et accessoirement dans l'air aussi. Dans l'air, elle va un petit peu moins vite parce qu'elle est ralentie par les molécules de l'air, mais pas beaucoup. En réalité, c'est quasiment équivalent. Sauf que quand vous regardez dans l'eau, par exemple, bah, dans l'eau, elle va beaucoup moins vite. La lumière, elle va autour de 200 000 km par seconde dans l'eau. Et en fait, au lieu de on va définir ce qu'on appelle l'indice. Donc l'indice qu'on appelle n, l'indice, ça se calcule en mettant la vitesse du truc, pardon, je reprends. La vitesse dans le vide divisée par la vitesse dans le milieu. Donc par exemple, pour le cas de l'eau, si on prend n de l'eau, c'est la vitesse dans le vide, c'est-à-dire 300 000 km par seconde, divisé par la vitesse dans l'eau. Alors, la vitesse dans l'eau, je la connais pas, mais je vais la calculer rapidement. Ça fait du 225 000, voilà, en gros 226 000 km par seconde dans l'eau. Donc ça reste quand même rapide, hein, mais c'est quand même moins vite que 300 000. Et du coup, si on fait ce calcul, on trouve 1,33. Et 1,33, c'est ce qu'on appelle l'indice. Et ça n'a pas d'unité parce que vous divisez le truc en kilomètres par seconde divisé par des kilomètres par seconde. Donc forcément, vous n'avez pas d'unité. Et donc l'indice, en gros, c'est combien de fois la lumière est ralentie dans le milieu. Donc quelques indices par exemple. Donc l'indice de l'air, je vous ai dit, c'est environ 1,001, quelque chose comme ça. Donc c'est très proche de 1. Donc c'est la vitesse du vide, dans le vide quasiment. L'indice de l'eau, c'est 1,3. L'indice du verre, c'est environ 1,4. Ça dépend des types de verre, etc. Et puis on peut aller regarder sur internet, hein, je sais pas si vous voulez voir l'indice. Mais c'est enregistré de toute façon. Indice, si vous regardez indice diamant, le diamant, je crois que c'est autour de 3, si je dis pas de bêtises, on va regarder. Donc entre deux, voilà, le diamant, plus loin indice de réfraction, 2,42, voilà, à peu près 2,42 pour le diamant. D'accord? Donc le diamant, N diamant, c'est un des plus élevés, c'est 2,42. Donc la lumière, elle est vachement ralentie dans le diamant. Bonjour. Voilà, donc ça c'était pour l'indice. Donc ça c'était la première partie du chapitre qu'on a déjà vu avant les vacances. D'accord? Donc on disait que l'indice, en fait, bah, c'était la vitesse, c'était quelque chose qui caractérisait un milieu. Par exemple, plus l'indice est grand, plus ça veut dire que la lumière va lentement dans ce milieu. Ça marche que pour les milieux transparents, hein. Le béton, il n'a pas d'indice parce que la lumière ne traverse pas le béton. Et pour le bois, etc. Donc il n'y a pas y a pas à savoir. Alors, ensuite, l'indice, en fait, on arrive à la loi de Descartes. La lumière, en fait, tout simplement, lorsqu'elle, vous avez pris l'exemple, je vous réexplique rapidement. Lorsque vous êtes sur une plage, on a déjà pris l'exemple, tic, 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 vous pouvez sauver quelqu'un qui se noie dans l'eau, d'accord? Enfin, si vu que vous courez plus vite sur le sable que dans l'eau, vous n'allez pas aller en ligne droite tout à fait. Vous n'allez pas faire une ligne droite comme ça, vous allez en fait aller un peu plus loin et puis couper un peu la poire en deux. Et plus vous allez nager vite, plus vous allez tendre vers la droite ici qui va en ligne droite, plus
plus vous allez nager lentement par rapport à votre course, plus vous allez vous rapprocher, c'est de limiter au maximum la distance là. D'accord? Pour la lumière, c'est un peu pareil. La lumière, en fait, quand elle rentre, par exemple, si vous avez un verre d'eau, on va prendre une boîte avec de l'eau, d'accord? On le fait automatiquement sans te rendre compte, tu le fais en fait, sans te rendre compte. Et la lumière, elle le fait, elle, de manière automatique aussi. En fait, c'est des choses que vous savez plus ou moins instinctivement, mais en fait, c'est tiré du noix. Exactement ça, c'est une question de vitesse. Donc là, plus la lumière va arriver ici, si on envoie un laser par exemple sur de l'eau, la lumière en fait elle va être déviée. Pourquoi? Parce qu'elle va plus vite dans l'air que dans l'eau. Exactement comme tout à l'heure. Ce qui fait qu'on va avoir une déviation comme ça. Exactement comme tout à l'heure. D'accord? Il va être dévié, la lumière elle va être déviée, elle va partir en ligne droite, elle va arriver comme ça. Bon, on peut supposer que c'est des lignes droites. On va faire des lignes droites parce que là c'est vraiment crado. D'accord? Donc là si je fais la ligne droite qui part comme ça, voilà, je refais une autre ligne droite, elle va pas vouloir, elle va arriver, elle va être un peu tordue. Donc on voit que par rapport à la verticale, il y a... comment on fait pour faire des pointillés là-dessus? Je ne sais même plus. Bref. Par rapport à la verticale, ici, en fait, on va mesurer par rapport à la verticale. Et on voit que par rapport à la verticale, l'angle qui est là, qu'on appelle l'angle I, est différent de l'angle là, qui est l'angle R. I pour incident, R pour réfracté. Dans le cours, on les... Oui, si tu veux, oui, on va dire ça. Concrètement, la lumière, en fait, si tu veux, la modification qui va avoir lieu, elle va avoir lieu au niveau là. Quelle que soit la distance là, ça change rien. C'est que l'angle là qui va jouer. La profondeur de l'eau ne change pas la déviation. Ce qui change la déviation, c'est juste est-ce que ça va plus vite dans le milieu 1 ou dans le milieu 2. D'accord? Donc si le milieu 2 est à un indice plus grand, forcément l'angle R va être plus petit que l'angle I. Logique, c'est comme le gars qui court dans l'eau, qui va courir dans l'eau. D'accord? Et donc la déviation, elle est mathématiquement, en fait, il y a une formule qui fonctionne, qui est N1 fois le sinus de l'angle I égale à N2 fois le sinus de l'angle R. Alors, cette formule-là, elle est démontrable, c'est évidemment pas à votre programme, mais elle est démontrable avec l'exemple que je vous ai donné avant. Si on peut le faire, on étudie les dérivés, etc. Vous verrez ça en première pour ceux qui feront spé maths, etc. Vous allez voir qu'on peut déterminer, retrouver cette formule-là. D'accord? Bon, il y a des choses assez complexes hein, dedans, il y a des développements limités, des trucs un peu coton, mais globalement, ça se démontre. Et donc, concrètement, si on prend par exemple l'eau, donc imaginons qu'on envoie un laser avec un angle de 40 degrés ici, et on veut savoir à quel angle il va sortir. Et ben, il suffit d'appliquer ici tout ce qu'on connaît. Donc ici, si c'est de l'eau, on sait que ce truc-là vaut 1,33, que c'est de l'eau. Si c'est de l'air, ici, ça vaut 1. On va arrondir à 1, on va pas s'occuper du 1,01. Et on n'a plus qu'à remplacer dans ma formule. Dans ma formule, je remplace. Donc N1, c'est l'indice de l'air, donc 1, fois sinus de l'angle, donc là c'est 40. Alors il faudra faire attention sur votre calculatrice de bien être en degrés, est égal à N2, c'est 1,33, fois sinus de l'angle que je cherche, donc sinus R. Donc si je fais le calcul, je balance le 1,33 de l'autre côté, ça me fait du sinus 40 divisé par 1,33 est égal à sinus R. Sauf que moi, ce que je veux, c'est pas sinus R, c'est R. Donc pour y arriver, on va utiliser un outil mathématique qui s'appelle le sinus -1, qui permet d'annuler, ou l'arc sinus selon les calculatrices. C'est pareil. Donc le sinus -1, il va annuler la fonction là. Mais si je prends sinus -1 à droite, je suis obligé de prendre sinus -1 à gauche. Voilà, comme ça. Et du coup, ici, bah, ça va partir, il va me rester juste le R. Et à droite, j'ai plus qu'à taper sur ma calculatrice. Donc sur ma calculatrice, je tape sinus -1. Donc sur vos calculatrices, normalement, c'est à côté des sinus. Donc sinus -1, ou alors dans trig pour ceux qui ont une TRIG 83, je sais pas quoi. Donc sinus 40, je vérifie que je suis bien en degrés, divisé par 1,33, et je trouve un angle de 28,9 degrés. Et c'est bien ce qu'on observe au début, on trouve bien un angle plus petit. Donc on trouve un angle R qui vaut 28,9 degrés. Donc ici, en entrant, l'eau et la lumière, elle va être à 40 degrés.
Et en sortie, elle va être à 28 degrés. 29 degrés, pardon. Ça va? Pour l'exemple là? Ok. Tu veux un autre exemple ou tu veux que je réexplique? Pourquoi? Peut-être parce que t'es en radian. Un autre, un autre. Bah non, Adèle, tu vas encore faire des cauchemars. Euh, Peut-être parce qu'en temps radian, il faut que tu regardes dans les réglages que tu sois bien en degrés, Eulalie. Ok, oui, un autre, c'est bon. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va partir, faire l'inverse. On est dans l'eau, d'accord? On a une piscine. On prend une piscine, d'accord? Ah ouais, bah, c'est pas ce que je voulais. Attends, je vais mettre en noir. C'est chiant ça à chaque fois. Ici, je vais mettre une ligne. Donc là, c'est la piscine vue de côté, hein. Donc là, vous avez l'eau, d'accord? Je vais vous mettre de l'eau là, voilà. Et on va mettre ici un rayon lumineux qui arrive toute la surface. C'est-à-dire, on a mis une lampe, d'accord? Et la lampe, elle arrive ici, comme ça. Et là, la lampe, elle arrive avec un angle. Alors, on va commencer. Alors, je vous rappelle, alors là, c'est un piège. Je le dis, hein. Vous savez, c'est comme les pièges que je vous dis tout le temps, puis vous rigolez, puis vous tombez dedans à chaque fois dans le contrôle. Ici, le piège, c'est que là, c'est toujours par rapport à la verticale qu'il faut prendre. Enfin, par rapport à la normale, c'est-à-dire par rapport à la droite qui est perpendiculaire à la surface. Normale à la surface, quoi. Mais non, ils sont pas durs. Je suis gentil, moi. Donc ici, on va prendre un angle de 30 degrés, par exemple. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Dire que je suis méchant maintenant. Mais c'est notre plaisir, les profs, tu sais, vous savez bien quand même, depuis le temps. Et donc là, on cherche l'angle en sortie. Ah, et c'est un peu comme ça, hein, il y a un concours de sadomasochisme avant de rentrer dans le professorat. On fait passer un petit concours, les plus vicieux sont pris, hein, c'est bien connu. Si tu veux. Il manque juste les cornes, quoi. Bon, allez, on y va. Il y a la fourche. Allez, go! Alors, le calcul. On applique la loi, donc je vous rappelle qu'on est dans l'eau, donc ici l'indice, c'est l'indice 2 parce qu'on est en 1 et on va dans ce sens-là. Donc ici, l'air c'est 1, l'indice dans l'eau c'est N1 pour le coup, parce qu'en fait, le 1 ça correspond à où on est, le 2 ça correspond à où on va. Donc là, on est dans l'eau, donc l'indice 1 il vaudra 1,33 et l'indice 2 il vaut 1, parce qu'on va dans l'air. Et nous, on a un angle d'entrée de 30 degrés et on cherche l'angle de sortie. Donc on applique la loi de Descartes, je l'écris N1 sinus I égale à N2 sinus R. Alors dans le cours, j'ai marqué I1 et I2, hein, ça change rien. I2 ou R, c'est pareil. Et donc, j'écris le calcul, et puis après vous le ferez, puis on vérifiera qu'on trouve la même chose. Donc, fois phi sinus, là c'est 30 degrés, c'est égal à N2, c'est-à-dire à 1, fois sinus R. Et nous, on cherche ce truc-là. Donc, on a bien 1,33 fois sinus 30 divisé par 1 qui est égal à sinus R. Sauf que moi, je veux pas sinus R, je veux R. Donc, je prends sinus moins 1 des deux côtés. Donc, je fais sinus moins 1 de 1,33 fois sinus 30. Bon, alors, divisé par 1, on n'a pas besoin, mais je l'écris quand même. Et ça, ça sera égal à R. Et j'ai vu qu'elle tapait ça sur ma calculatrice. On tape sur la calculatrice. On trouve. Roulement de tambour. Je vous laisse 30 secondes pour le taper. On arrondit ça en degrés près, hein. Ouais, j'attends, j'attends. T'excite pas, j'attends.
Ouais, 42. C'est ça. Ou 41,68 en arrondissant. Donc si vous faites le calcul, vous trouvez 42 degrés est égal à R. Ok? Alors, maintenant le truc, si on augmente, imaginons maintenant qu'on fasse le calcul et que là c'est plus 30 degrés, mais c'est que 50 degrés. Je vous laisse taper sur votre calculatrice, ça change rien. Mais tapez sur votre calculatrice. Je vous laisse taper. Donc on fait le même calcul, au lieu de prendre 30, on prend 50. Et là, normalement, vous hurlez parce que ça ne fonctionne pas. Ah non, si vous tapez 1,33 sinus moins 1 de 1,33 fois sinus 50, vous allez voir, ça vous marque erreur domaine. Erreur ou je sais pas quoi, selon la calculatrice. Ça marque erreur, pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, si vous augmentez l'angle ici, l'angle là est encore plus grand. Donc il arrivera un moment où on va atteindre un endroit précis où l'angle de sortie, en fait, il est carrément rasant, si vous voulez. Que plus vous allez aller vers là, plus celui-là, il va descendre vers là. Beaucoup plus vite que celui-là. D'accord? Ce qui fait que lorsqu'on va arriver à un certain angle, en fait, ce rayon-là n'existe plus. Il y a juste un reflet qui se fait comme ça. Il y a juste une réflexion qui se passe. On a ce qu'on appelle le phénomène de réflexion totale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui traverse la lumière. Rien ne traverse la surface de l'eau. D'accord? Ce phénomène-là, on le voit dans les aquariums, on le voit à la piscine. Si vous mettez un rat sous l'eau avec des lunettes et que vous regardez un rat, vous allez voir, vous voyez pas ce qui se passe en surface. D'accord? Alors, j'ai vu une vidéo l'autre jour sur YouTube, j'ai pas retrouvé faut que je retrouve. Le mec, il mettait en fait tout simplement, si vous prenez un verre d'eau et transparent, et vous mettez vos doigts autour, ben, vous allez vous rendre compte que lorsque vous regardez du dessus, en fait, vos doigts, vous les voyez pas à travers l'eau. Vous les voyez pas parce que la lumière, elle est totalement réfléchie, pardon. Et donc, pour le cas de notre piscine là, quand on arrive à un angle de 50 degrés, en fait, toute la lumière, elle rebondit dans la piscine. Elle sort pas à l'extérieur. Et ce phénomène-là, c'est ce qu'on utilise quand on installe des trucs dans les piscines, des spots dans les piscines, souvent. On les met, on les dirige vers, avec un angle assez grand, de manière à ce que toute la lumière reste dans la piscine. Et c'est ça qui fait l'espèce d'effet bleuté le soir sur la piscine. Le but, c'est pas d'éclairer dehors, le but, c'est d'éclairer la piscine. Donc si vous mettez un spot assez haut et qui éclaire assez rasant, et ben en fait, la lumière, elle va rester en grande majorité dans la piscine, ce qui fait qu'elle va se diffuser un peu partout dans la piscine. Le soir, ça fait une super coloris bleu clair, etc. Alors, comment est-ce qu'on calcule l'angle maximal, justement? Pour calculer l'angle maximal, il faut prendre la loi de Descartes. Donc, on reprend notre fameuse loi de Descartes, enfin de Snell-Descartes, pardon, égale n2 sinus r. Et en fait, on cherche à partir de quel angle I, mon angle R sera égal à 90 degrés. Pourquoi 90 degrés? Parce que je vous ai dit, le rayon, s'il arrive comme ça, on va chercher à quel moment le rayon sortant, il est rasant. Rase. C'est à partir de ce moment-là qu'après, on aura tout qui va tout rebondir. Et donc, on va chercher combien ça vaut si ça vaut 90. D'accord? On va chercher I lorsque R vaut 90. Et donc, dans le cas de l'eau, par exemple, bah, ça fait 1,33 fois sinus de I est égal à 1 fois sinus de 90. Et là, sinus 90, ça vaut 1. Ça, vous le savez en maths. Et du coup, on trouve que sinus I est égal à 1 sur 1,33. Et on prend l'arc sinus de ça. Et on trouve I est égal à sinus moins 1 de 1 sur 1,33. Et on trouve normalement 42 degrés si je dis pas de bêtises. De mémoire. Je fais le calcul. Trig, sinus moins 1 de 1 divisé par 1,33. 48, pardon, 48,79. Donc on trouve 48. Bon voilà, je me trompais. 48,8 degrés. Donc à partir de 48 degrés, en fait, bah, tous les rayons de la lumière, tous les rayons que vous allez mettre plus, avec un plus penché que 48 degrés par rapport à la normale, vont tous rebondir intégralement. D'accord? Ah oui, le 42, c'est pour le vert.
C'est pour ça que je me trompais. 42 pour le vert, 48 pour l'eau. Ouais. Alors, ce truc-là, c'est super utile. Pourquoi c'est super utile? Parce que, par exemple, vous avez une fibre optique. Une fibre optique, c'est quoi? C'est en fait un grand tuyau dans lequel, au centre, on a mis un autre tuyau. Ici. Ici, on va mettre un indice assez grand. On va mettre, par exemple, un indice de l'ordre de, je sais pas moi, 1,5. Et là, on va mettre un indice petit, de l'ordre de 1, enfin, autour de 1, quoi. 1,1 par exemple. Ce qui fait que lorsqu'on va avoir un angle assez, on va envoyer le laser là-dedans, votre laser, il va rebondir, en fait, il va arriver à la surface ici. Vu que l'angle là, sur lequel il arrive, il est plus grand que l'angle limite, bah, le laser, il va rebondir. Et l'intérêt de ce truc, bah, c'est que, en fait, vous allez pouvoir garder le laser tout le temps au centre de la fibre. Et ça permet de diriger un faisceau de lumière où vous voulez. Et ça, c'est génial. D'accord? Ça rebondit comme ça tout le temps, jusqu'à aller au bout. Ouais. Par contre, si on tord une fibre optique, bah, par exemple, pour la fibre optique pour l'Internet, que ton tuyau, il va pas en ligne droite du répartiteur à chez toi. Il y a forcément des virages dans le mur, etc. Pareil, quand on veut faire une fibroscopie, c'est quand on vous met un tuyau dans le corps, soit en passant par les voies naturelles, donc je vous laisse imaginer, il y a par la bouche, par le nez, on peut vous passer un tuyau dans le nez, on peut passer un tuyau l'estomac, etc. Et pour aller voir l'estomac, par exemple, ben, il faut que la lumière ne va pas aller en ligne droite. Il va falloir suivre les méandres de la trachée ou de l'organe que vous voulez regarder. D'accord? Et pour la coloscopie, c'est le même principe. On passe un tuyau, je pense, et il faut qu'il suive le truc. Donc forcément, il faut que la lumière elle suive le tuyau. Il est dans le cours, le calcul, en fait, Mathias. C'est juste, il y a, il y a, il y a rien de trop dur. C'est juste, on va supposer que l'angle de sortie est 90 degrés. On cherche quel est l'angle d'entrée pour avoir un angle de sortie de 90 degrés. Exactement le calcul qu'on a fait juste avant, ça change rien. Juste que là, on vous donne R égale 90 et vous cherchez I. Alors, je disais pour la fibre optique, le problème, c'est que si vous la tordez, fibre optique, donc une fibre optique, c'est un truc comme ça, d'accord? Avec, je vous ai dit, une gaine autour. Merde, pardon. Voilà, la gaine, elle est autour, comme ça, alors c'est très moche. Voilà. Si votre laser, il arrive ici, et que vous tordez trop votre fibre, oh là là, c'est un carnage. Vous arrivez ici avec un angle trop petit. Ça peut rebondir, par exemple, des fois avec un angle trop petit. Là, l'angle là, il est trop grand, il est trop petit, l'angle là. Et donc, vous allez avoir une partie de la lumière qui va partir de la fibre. Et là, c'est pas bon du tout. Que vous perdez des informations, vous perdez plein de choses. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut jamais trop tordre une fibre. Les fibres actuelles, vous pouvez les tordre quand même pas mal, hein, mais vous pouvez pas leur faire un angle de 90 degrés. Autant. D'accord? Et pareil, ça casse, parce que c'est comme un peu du verre dedans. Alors, en fait, ça, c'est les anciennes fibres qui sont comme ça. Les nouvelles fibres, en fait, on va faire un dégradé. C'est-à-dire que dans une nouvelle fibre, euh, rapport, plus vous vous éloignez du centre, plus l'indice est petit. D'accord? Donc, et en fait, c'est un dégradé, c'est comme un dégradé d'indice, ce qui fait que le rayon laser, au lieu de rebondir, en fait, il va faire un truc un peu comme ça. Et du coup, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu mieux. Moins le bordel, c'est beaucoup plus facile à fabriquer, c'est pas plus facile, mais c'est beaucoup plus efficace. D'accord? Donc la lumière, en fait, elle va rebondir, et dès qu'elle va être trop loin, elle va repartir, etc. Ça fait des micro-réfractions, en fait, des micro-réflexions tout le temps. Bon, bref, ça, c'est limite programme, c'est pas trop grave. Alors, la loi de Descartes, donc là, on a calculé des angles d'entrée, des angles de sortie. On peut aussi calculer des indices. Concrètement, en fait, par exemple, des fois en chimie, on fabrique des produits transparents. Et ces produits transparents, je vais être sûr que c'est le bon produit. Et ce qu'on sait, par exemple, c'est que le produit qu'on veut, il a par exemple un indice de 1,2. Alors comment ça marche? Pour savoir si c'est vraiment le bon produit, nous, on voudrait pouvoir mesurer l'indice. Et ben, ce qu'on fait, c'est que on envoie la lumière avec un certain angle sur notre tube transparent, d'accord? On mesure l'angle avec lequel il sort. On connaît I, on le sait, c'est nous qui le faisons. Mesure R grâce à l'appareil. Vu qu'on sait que l'indice d'avant, c'était l'indice de l'air, c'était 1, on peut calculer que vaut l'indice N2. D'accord? Et comme ça, on peut trouver c'est quoi le produit. Donc, je vais faire un exemple. On va le faire un peu plus propre que ça, parce que là, c'est n'importe quoi. Tac. Ok. Donc là, non, c'était du noir.
chiant ça quand même. Ici, je vais envoyer un laser ici, dessus, d'accord? Ce laser, il va ressortir avec un certain angle. Et là, je vais tracer la normale. Et là, l'angle là, on va dire qu'il fait 40 degrés. Et l'angle là, il en fait 27. Et moi, je voudrais que vous me calculiez. Donc là, on était dans l'air au début. Je voudrais que vous me calculiez N2. Donc là, c'est encore plus facile parce qu'il n'y a pas de sinus moins 1. Alors, je vais se calculer. Alors, je vous rappelle que pour l'air, on prend 1. Bah, en fait, tu reprends la même formule. Donc, c'est toujours pareil, hein. C'est N1 sinus I est égal à N2 sinus R. Ça, on le connaît, ça vaut 27. Ça, on le connaît, ça vaut 40. Ça, on le connaît, ça vaut 1. Et que vaut ça? Divisé par sinus 27. Et on trouve un indice de 1,42. Bah, d'accord avec moi que la lumière, elle arrive dans ce sens-là. Elle va passer de l'air à notre truc qu'on a fabriqué, notre produit qu'on a fabriqué, par exemple. Et on voit que la lumière, elle est déviée. C'est-à-dire que si on lui envoie un angle de 40 degrés, elle sort avec un angle de 27 degrés. Vu qu'on sait que l'indice du départ, c'était 1, donc c'est le N1 ici. L'angle d'entrée, c'est 40 degrés. N2, on ne le connaît pas, c'est ce qu'on cherche, mais R, on sait que c'est 27 degrés. On le mesure avec un appareil. Et bien, en faisant ça, on peut trouver qu'il vaut N2. Donc N2, il vaut N1 fois sinus I sur sinus R. J'ai juste balancé ce truc-là de l'autre côté. Et du coup, si je remplace par les valeurs, ça fait 1 fois sinus 40 divisé par sinus 27. Et là, vous trouvez environ 1,42. C'est-à-dire que l'indice de mon produit là, c'est 1,42. Donc ensuite, moi, j'ai plus qu'à prendre un livre où on a déjà mesuré les indices de plein de produits différents, et puis vérifier que l'indice de sortie est bien égal à celui-là. Alors, en pratique, on arrive à faire ça au centième, voire au millième. On arrive à mesurer l'indice au millième près. Et donc, on peut savoir l'échantillon, si c'est bien le truc qu'on voulait fabriquer ou pas. C'est bon? Donc là, on voit qu'avec la loi de Descartes, hein, ouais, d'accord. En fait, la loi de Descartes, de Snell-Descartes, pardon, qui est celle-ci, pour la rappeler, hein, celle-ci, il faut la savoir par cœur. N1 fois sinus I est égal à N2 fois sinus R. Je peux vous faire trouver n'importe lequel des 4 valeurs. Vous avez 4 inconnus. 1, 2, 3, 4. Et dans l'énoncé, on vous donnera toujours 3 des 4 inconnus. D'accord? Et vous pouvez trouver la quatrième. Donc si c'est un angle qu'on vous demande, bah, il va falloir faire les arcs sinus parce qu'il faudra annuler les sinus. Par contre, si c'est des indices, vous voyez que vous n'avez pas besoin d'annuler les sinus parce que vous tapez directement. Mais bon, allez, on continue. Alors, maintenant, deuxième partie, on n'en a pas trop parlé du cours. Donc ça, on vient de le faire, c'est la dispersion de la lumière. Alors, déjà, la lumière, c'est une longueur d'onde. C'est une onde. Donc une longueur d'onde. C'est une onde caractéristique. Donc la lumière, c'est une onde, c'est-à-dire un truc qui se déplace, voilà, comme ça, hein, d'accord? C'est une onde électromagnétique qui se déplace dans l'air. Sauf que la lumière blanche que vous recevez, en fait, c'est pas une seule onde. C'est un mélange d'ondes. C'est un mélange qui contient toutes les couleurs visibles. C'est-à-dire que chaque couleur est caractérisée par une longueur d'onde. Par exemple, le rouge, la longueur d'onde est plutôt grande, c'est-à-dire que c'est des vagues assez éloignées. Et le violet, par exemple, c'est des longueurs d'onde très courtes, donc les vagues sont très proches. Voilà, un carnage. On va essayer de faire un truc correct. Voilà. Et donc toutes les couleurs ont leur propre longueur d'onde. Si vous regardez par exemple le vert,
Le vert, lui, il a une longueur d'onde qui est entre les deux. D'accord? Etc. Et donc en mesurant la longueur d'onde, la distance que vous avez entre deux vagues, ici ou ici ou ici, c'est ce qu'on appelle communément la longueur d'onde, lambda. Ça se mesure en mètres. D'accord? Alors, vous, ce que vous devez retenir cette année, c'est que vous êtes capable de voir différentes couleurs. Vous êtes capable de voir entre les infrarouges. En fait, on ne voit pas tout. On voit les infrarouges, on ne les voit pas. Par contre, nous, on voit une zone de longueur d'onde, ce qu'on appelle le visible. Et au-delà, il y a les UV. On ne voit pas. D'accord? Donc là, c'est les fréquences. Et là, c'est la longueur d'onde par là. Donc nous, on va s'occuper de la longueur d'onde. Par exemple, les infrarouges, la longueur d'onde de l'infrarouge, c'est à peu près 700 nanomètres. Je dis des bêtises. C'est-à-dire que la distance entre deux vagues, elle est de 700 nanomètres. Et pour les UV, la longueur d'onde, elle est de 400 nanomètres. Et donc nous, on est capable de voir que cette zone-là. Par contre, votre caméra de téléphone, et je vous ai déjà montré la dernière fois en cours, elle est capable de voir des infrarouges. Certaines abeilles sont capables de voir des UV. Les animaux ne voient pas la même chose, d'accord? Un peu comme pour le son qu'on a déjà fait. Je sais pas si je vous montre. Alors, c'est deux choses différentes. Le son et la lumière, dans les deux cas, c'est des ondes. Mais c'est pas le même type d'onde. Le son, c'est des ondes vibrationnelles, c'est-à-dire que c'est des molécules qui se contractent et qui se dilatent. Donc c'est physique, c'est un truc qui bouge. Alors que au niveau des ondes de la lumière, c'est ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques. Et là, ça se déplace même dans le vide parce qu'en fait, c'est une modification d'un champ magnétique et d'un champ électrique. En fait, les deux. Tes yeux sont des récepteurs d'ondes électromagnétiques qui sont capables de voir les ondes lumineuses. Et tes oreilles, elles sont capables de recevoir une vibration, donc une onde sonore, et elles la transforment en son. Ça dépend de ce qu'on regarde. En fait, il y a deux grandes familles dans le téléphone, c'est des électromagnétiques. En fait, ça se déplace dans le vide. On peut téléphoner à quelqu'un dans l'espace. Alors, je sais pas si... Est-ce que j'ai un capteur infrarouge là-dessus? Je voulais voir si je peux vous montrer un truc infrarouge pour montrer qu'on... Si je fais la télécommande, est-ce que ça marche? On va voir si je mets... Attendez, je regarde si je... Non. Oui. Attendez, j'essaie de rajouter une télécommande sur... ouais, on va mettre ça, on s'en fout. Voilà, hop. Je vais créer une télécommande au hasard sur mon téléphone, pour voir si... oui, associé. Ah, je vais voir si ça marche. Ah, je regarde juste si ça... Alors attendez, je vous passe en webcam. Attendez, c'est où ça? Ça va être là, sur mon plein écran. Alors là, ça va être... je sais pas si on va voir. Vous voyez là? Alors, là, c'est de l'infrarouge. Donc là, mon téléphone, je suis en train de faire office de télécommande. Quand j'appuie sur rien, on voit rien. Par contre, sur votre caméra, vous voyez que vous voyez la signal quand j'appuie dessus. En fait, là, l'infrarouge, votre caméra, elle est capable de le voir. Mais moi, mon œil, je vois vraiment rien. C'est sûr qu'on voit rien. Par contre, là, l'infrarouge, on le voit bien. Ah zut, bah, vous voyez pas, zut, je suis en train de vous... Vous voyez ou pas ce que j'ai fait? Non. C'est de la magie, bah, si tu veux. Ouais. Donc là, voilà, on voit le truc, ouais, c'est un Inception. Ok, bon, nickel. J'arrête la visio. Et donc, voilà. Donc ça, c'est parce que votre œil, lui, n'est pas capable de voir ces fréquences-là. En fait, là, l'infrarouge que j'en viens de vous émettre, c'est un truc qui est là-dedans. Donc c'est au-delà de notre vision à nous. Mais le téléphone, lui, enfin la caméra d'ordinateur, les caméras de téléphone, etc., voit un peu plus que nous. Elle voit souvent un peu comme ça, un peu large. D'accord? Du coup, voilà. C'était pour vous dire qu'on voit entre 700 et 400 nanomètres. Sauf que, donc, quel rapport vous allez me dire avec la loi de Descartes? Et tout simplement, lorsque, par exemple, bah, vous envoyez de la lumière blanche sur un morceau de plastique transparent, cette forme-là, par exemple, un triangle, ce qu'on appelle un prisme en plastique. Et ben, en sortie, vous allez avoir un arc-en-ciel. Pourquoi donc, me direz-vous?
Eh ben, tout simplement, parce que l'indice de ce truc-là, le n, en fait, il dépend de la longueur d'onde. Je vous ai un petit peu menti tout à l'heure, hein, je vous ai pas tout dit. L'indice, je vous ai dit par exemple pour l'eau c'est 1,33, eh ben, en fait ça va dépendre un tout petit peu de la longueur d'onde. C'est-à-dire que l'indice pour le rouge, alors j'ai pas les valeurs, mais ce sera peut-être, je sais pas moi, 1,331. L'indice pour le vert, ce sera peut-être 1,333 au hasard, hein, je ne sais pas. Comme les indices ici ne sont pas les mêmes pour le vert et pour le rouge, eh ben, votre déviation va être différente. Ce qui fait que le vert et le rouge vont être déviés différemment. Ce qui fait qu'on va avoir en sortie, en fait, un arc-en-ciel. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque vous avez un arc-en-ciel dans le ciel. Quand vous avez un arc-en-ciel, souvent, parce que vous êtes là, vous avez vous avez le soleil dans votre dos, d'accord? Et devant vous, il pleut. Ce qui fait que devant vous, vous avez des petites gouttes d'eau. Et si je zoome sur une gouttelette d'eau, un zoom, hein, en fait, la lumière blanche vient du soleil, elle va rentrer là-dedans, elle va être déviée, rebondir et redévier en sortie. Et donc vous, en sortie, vous avez subi deux déviations, ici et ici. Là, c'est une réflexion. Bon, c'est pas très bien fait, mais bon. Et donc, en sortie, vous allez avoir un arc-en-ciel. Pour que vous ayez un arc-en-ciel, il faut toujours avoir le soleil dans le dos, parce qu'il faut que la lumière tape dans la gouttelette, soit un petit peu réfractée à cet endroit-là, etc. Et vu que l'indice de l'eau varie en fonction de la longueur d'onde, donc de la couleur, eh ben vous allez avoir des couleurs qui vont être déviées différemment, d'où l'arc-en-ciel. Je vous mettrai une petite vidéo de y penser là-dessus, il explique bien l'arc-en-ciel, avec des effets 3D et tout le tralala. Voilà pour le côté déviation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Donc on voit qu'on est capable, à partir de la lumière blanche, de la décomposer avec toutes les couleurs. Ça, ok. Le truc, c'est que quand on regarde certaines couleurs, par exemple, si vous faites ça avec votre tube néon chez vous, vous allez voir, vous n'allez pas avoir un arc-en-ciel complet. Vous allez avoir un trait vert, un trait bleu, je voulais dire, un trait rouge, etc. Mais vous n'aurez pas toutes les couleurs. Pas un arc-en-ciel continu. Vous n'avez pas un arc-en-ciel continu parce que ce que vous avez, c'est un gaz. Et les gaz dans un tube néon, c'est du gaz. Et lorsque vous faites chauffer des gaz, bah, ces gaz, ils émettent que certaines longueurs d'onde. Ils n'émettent pas toutes les ondes. Ils n'émettent que certaines petites bandes qui sont caractéristiques du gaz. Par exemple, l'hydrogène, lorsque vous le chauffez, il va faire deux petites bandes oranges comme ça. Il y a le xénon, par exemple. Le xénon qu'il y a dans les phares de voiture, pour les fans de tuning, là, il va avoir un trait bleu et puis d'autres traits. Donc en majorité, il va y avoir un petit effet bleuté. Mais naturel, hein, c'est pas un filtre ou je sais pas quoi, c'est vraiment le gaz, lorsque vous le faites chauffer, il émet que certaines couleurs, et en l'occurrence pour le xénon, il va émettre un peu plus de bleu. Donc il va paraître un peu bleu. Donc, je disais, ça c'est l'espèce, donc là par exemple c'est pour le mercure. Donc là le mercure, lui, il émet que du bleu, du vert, du jaune, du orange, etc. Contrairement à une ampoule classique, elle n'émettra que certaines couleurs. Toutes les couleurs, pardon. Une ampoule classique, quand je dis une ampoule classique, si vous savez, c'est les ampoules qui sont bouillantes là, avec un filament. Là, on fait chauffer un objet solide, et quand on fait chauffer un objet solide, ça émet toutes les couleurs. Que les gaz qui émettent que certaines bandes de couleurs. Vraiment, que les gaz. Tout ce qui est solide, quand vous le faites chauffer, ça va émettre toutes les couleurs. Ouais. Et donc, nous, quand on va pouvoir savoir, par exemple, on reçoit un gaz, on reçoit de la lumière, on ne sait pas c'est quoi le gaz. On veut savoir c'est quoi. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on reçoit de la lumière d'un gaz quelconque, je sais pas, on a un gaz inconnu, on ne sait pas ce que c'est. Et ben on va faire arriver, faut que je retrouve il est où mon truc? Il est là. Ma lumière, elle arrive comme ça. Je vais l'envoyer sur un prisme en plexiglas ou en plastique ou en je sais pas quoi, avec un indice par exemple que je connais, 1,42, mais qui va varier en fonction de la longueur d'onde, hein, évidemment. Et ben en sortie, je vais pouvoir avoir un spectre avec peut-être deux bandes. Et donc je saurais que cette lumière ici, c'était de l'hydrogène. Ou pas. Ou autre chose. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On est d'accord? Bah, en fait, quand vous croyez qu'on connaît la composition du Soleil, comment est-ce que vous croyez qu'on connaît la composition d'une étoile qui est désignée des dizaines d'années-lumière chez nous?
Comment vous pensez qu'on sait que telle étoile est constituée de tant de pourcents d'hydrogène, de d'autres pourcents d'hydrogène? Eh bien, on le sait grâce à ça. Parce qu'en fait, on va regarder une étoile au loin, d'accord? On va regarder la lumière qui nous provient de cette étoile sur Terre. On va la passer dans un prisme. On va obtenir donc un arc-en-ciel de couleurs, du bleu, du rouge, etc. En fonction du nombre de couleurs et de l'intensité des couleurs, on peut savoir au pourcent près combien de pourcents d'hydrogène, combien de pourcents d'hélium, etc. Donc en fait, ça nous permet de regarder la composition d'une étoile juste en la regardant. Et c'est génial comme truc. En plus, on peut faire d'autres choses avec ça. On peut savoir la vitesse avec laquelle elle s'éloigne, sa distance, etc. Et si, par exemple, vous savez la lumière qui rentre, si vous regardez, si vous savez, par exemple, le soleil, on sait qu'il y a tant de pourcents d'hydrogène, etc. Notre soleil, on sait qu'il y a tant de pourcents d'hydrogène, donc on connaît la composition du soleil, d'accord? Je vais mettre un peu plus large. Eh ben, si vous savez la lumière qui nous provient du soleil, qui arrive sur une... Donc ici, si on a une atmosphère, on a une planète, une planète qu'on ne connaît pas son atmosphère. On sait que la lumière qui arrive ici, elle a telle composition. En sortant, elle va rebondir sur la planète, elle va revenir vers nous, elle a une composition différente. Et ben, on va pouvoir savoir quelle était la composition de l'atmosphère. Donc si on connaît ça au départ, et qu'on arrive à visualiser ça au retour, ben, on peut trouver la composition % près de l'atmosphère de la planète. C'est comme ça qu'on sait la composition de la majorité des planètes. Alors souvent, on envoie aussi des sondes pour être plus précis, parce que ça marche bien, mais c'est pas parfait non plus. Et si on veut vraiment être très précis, on peut envoyer des sondes pour voir ce qu'il y a. Et on trouve à peu près la même chose. Donc pour résumer, en regardant une étoile dans le ciel, en utilisant un prisme ou de l'eau ou un truc qui dévie les lumières différemment, on arrive à savoir la composition de l'étoile. Et on peut même savoir la composition de l'atmosphère de certaines planètes. C'est pas beau tout ça? Et voilà. Et on a fini pour le chapitre 14. C'est pas trop dur. Ouais, c'est magique, c'est génial. Et en plus, on peut même savoir, en fait, plus une étoile est lointaine, plus elle s'éloigne de nous rapidement. En fait, l'atmosphère, l'univers, il grandit. Et comme l'atmosphère grandit, les étoiles s'éloignent de nous. Et plus elles sont loin de nous, plus elles s'éloignent de nous. On est d'accord là-dessus. Elles s'éloignent vite de nous. Elles sont loin, plus elles vont vite, plus elles s'éloignent vite de nous. Comme en voiture, par exemple, vous connaissez tous l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est une moto qui passe à côté de vous, ou une Formule 1, vous entendez, vous avez un changement de son entre avant et après. Plus il s'éloigne, plus le son va être grave, plus il se rapproche, plus le son va être aigu. Et ben c'est pareil pour la lumière. Plus l'étoile s'éloigne de nous, plus la lumière qui va nous parvenir, en fait, elle va être déformée à cause de cet éloignement, qu'on appelle l'effet Doppler. Donc en étudiant cet effet Doppler, on peut savoir à quelle vitesse elle s'éloigne de nous. Et comme on sait à quelle vitesse elle s'éloigne de nous, on peut savoir sa distance. Donc, pour résumer, en fait, un astronome, il regarde juste la lumière qui lui parvient, et grâce à la lumière, le mec, il peut savoir la distance, la vitesse de l'étoile, sa composition, et s'il y a une planète autour, il peut potentiellement savoir la composition de la planète autour, si elle n'est pas trop loin, parce que si elle est trop loin, il n'y a pas assez de lumière. Tout ça juste en regardant de la lumière. D'accord? Pareil, hein, ce phénomène-là, c'est un peu aussi ce qu'on observe, vous l'avez déjà vu 2 fois dans les experts à la télé, ils ont une poudre secrète, ils savent pas ce que c'est, ils la mettent dans une machine secrète. C'est une machine tout simplement, vous mettez votre poudre dedans. Cette poudre, on va la faire brûler, donc elle va faire un nuage, d'accord? Et puis on va regarder la lumière qui rentre on envoie de la lumière connue à l'intérieur, on regarde la lumière en sortie de la poudre qui est vaporisée, et donc on sait c'est quoi cette poudre. C'est comme ça que ça marche. C'est ce qu'on appelle une spectrographie en phase gazeuse. Donc, typiquement, il n'y a que dans les films où qui goûtent la drogue. Ah non, hein, pense pas avec tes trucs. L'astrologie et l'astronomie, ça n'a rien à voir. L'astrologie, c'est de la... Et l'astronomie, c'est de la science. Ne confond pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, officiellement, je vous informe que je suis astrologue. Parce qu'il n'y a aucune étude et aucun truc d'astrologie.
Donc je suis un astrologue et moi je vous indique que bientôt bah, vous allez être fatigué. Ce soir vers à peu près 10-11 heures, normalement vous devriez être fatigué. Et demain matin vous seriez de meilleure humeur une fois que vous serez reposé. Non, il n'y a aucune étude, toutes les études qui ont été faites ont toutes prouvé que ça marchait pas. Mais vraiment, hein. Vous faites en double aveugle des études statistiques à double aveugle, toutes ont prouvé que l'astrologie, pardon, ne fonctionne pas. Non, pas du tout. Plus que le hasard. D'accord? L'histoire de telle personne compatible avec telle personne, c'est juste de la. Et puis d'ailleurs, si vous regardez l'astrologie le matin, c'est toujours des trucs un peu flous. Aujourd'hui, vous vous leverez de la main droite, mais vous irez mieux du pied gauche, mais vous retrouverez un petit peu d'humeur dans la journée, ou dans la journée, vous allez avoir un moment où vous serez pris, quelqu'un vous prendra, vous énervera un petit peu. Ben oui, majoritairement, ça arrive dans 90% des cas qu'il y a quelqu'un qui vous énerve dans la journée. Mais radio par radio, c'est la même chose. Si tu veux. De toute façon, trouve-moi une seule étude, mais vraiment, hein, cherchez une seule étude qui prouve que ça fonctionne, et je l'accepterai. Mais pour l'instant, les études qui ont été faites prouvent que ça ne fonctionne pas plus que le hasard. Ouais. Et là, c'est scientifique, il n'y a rien à contrer. Trouve-moi-en une. Alors, tu peux aller voir, hein, je peux t'enfiler des dizaines de vidéos qui te montrent que ça marche pas. Il y en a des centaines. La tronche en biais en a fait, le chat, comment ça s'appelle? Les statistiques expliquées à mon chat en a fait plein, etc. Bah peut-être, ouais. Ah, vas-y, ça veut dire quoi? On va rire. Bon, je vais juste arrêter. Bon, attends, je laisse tourner qu'on rigole un petit peu quand même. L'enregistrement. Alors, aujourd'hui, vous avez été fatigué ce matin. Euh, acceptez ma demande de quoi? Vas-y. Ok. On rigole un peu. Vas-y. On t'écoute. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. L'astrologie, c'est vrai. C'est pas parce que votre horoscope, elle dit des trucs complètement insensés. J'avoue que l'horoscope, c'est pas forcément toujours juste, mais il faut pas voir que votre signe. En fait, il faut voir votre signe lunaire, votre ascendant, et là, vous en saurez plus sur vous, ok? Je sais déjà que vous êtes vierge et votre femme a des poissons. C'est ça? Ouais, ouais, vas-y. Arrêtez de vous moquer de moi. Je vous jure, vous, à la rentrée, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais m'énerver contre vous. Moi, j'accepte pas tout ça, hein. L'astrologie, c'est une partie de moi. Ça se trouve, si vous me donnez votre date de naissance et tout, moi, vous allez voir, je vous fais un roman. Je vous fais votre propre autobiographie, en fait, Vas-y, bah vas-y alors. grâce à Tu l'astrologie. notes? Tu es né le Ah, mais 10, franchement, le 10 septembre. vous êtes né le 10 septembre. Ah, il me faut l'année, moi. 84. 84. Ok. Alors là, je vais vous sortir un truc sur vous, mais monsieur, vous êtes même pas prêt, en fait. Bon, bah vas-y, fais ton truc et puis tu montres ça la prochaine fois, d'accord? Pas pour longtemps? Ah non, elle est partie là, ça y est. Tu fais tout de suite ou on peut arrêter là? Tu le fais pour la prochaine fois? Ah non, c'est parti là. Il faut pas non plus la minute, non, tant qu'on y est? Ok. Faut la minute en plus, je sais plus, je crois que c'était vers 10 heures du matin, un truc comme ça. Je sais plus trop. Le truc qui veut rien dire. Ouais, 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 d'accord. Ah, bah moi, tu sais quoi, pour la prochaine fois, je cherche toutes, oui, en France, je cherche toutes les statistiques qui vous prouvent que ça fonctionne pas. Mais vraiment, hein. Il y en a des centaines de tests qui prouvent que ça fonctionne pas. D'ailleurs, tant qu'on est là-dessus, vous avez tous entendu parler du professeur Raoul, là, qui a fait ses études sur la chloroquine pour le traitement sur la chloroquine pour le Covid. En fait, on est dans le même principe. C'est-à-dire que ces études, elles ont été faites de manière un peu bourrine. En fait, ces études à professeur Raoul, en fait, elles ont pas, oui, Épinal. Les études du professeur Raoul n'ont pas été faites de manière rigoureuse. Normalement, on doit le faire en double aveugle. Double aveugle, c'est en fait, vous prenez deux échantillons de personnes,
au hasard, d'accord? Il y en a une, vous leur donnez le médicament, et l'autre, vous leur donnez ce qu'on appelle un placebo, c'est-à-dire un médicament qui n'existe pas. Final est l'heure de naissance vers 10 heures. Et donc, le truc, c'est que le double aveugle, il faut déjà que les gens là ne sachent pas ce qu'on leur donne et eux non plus. Mais le double aveugle, le deuxième aveugle, c'est le docteur. Il faut que le docteur ne sache pas non plus qui donne. Qu'on appelle la double aveugle. Et donc, en double aveugle, si on fait la test en double aveugle, apparemment de chloroquine qu'il a fait Raoul, on le fait en double aveugle, aux dernières nouvelles, d'après ce que j'ai lu aux États-Unis, bah, ça donnerait pas, le placebo sera pas meilleur que le médicament. Pas le placebo, mais les médicaments classiques ne seraient pas meilleurs que le chloroquine, l'hydroxychloroquine. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pas fait en double aveugle. Déjà, l'échantillon à Raoul, il était trop petit. En plus, il a choisi des gens qui n'étaient pas forcément malades. En plus, il l'a fait tout seul, donc il a plus suivi ceux qui avaient le médicament que ceux qui ne l'avaient pas. Du coup, c'est pas son étude est pas forcément fausse. Hein, j'aimerais bien qu'il ait raison, mais on peut supposer que c'est pas si bon que ce qu'il dit. Et dernière chose, hein, pour faire, donc c'est exactement ce qu'on a fait pour si tu veux, ouais. Et donc, tu montes tes calculs aussi, ça me fait rire, ça m'intéresserait de savoir comment tu fais tes calculs là. Et donc, pour l'astrologie, en fait, ils ont fait pareil à double aveugle. Ils ont dit des gens, voilà, vous donnent ici, les astrologues vous donnent des informations sur vos ascendants, etc., comme Eulalie est en train de me faire. On a fait ici au hasard, mais total, hein, un random total. On leur a dit au random total, au hasard, aux gens, on a tout mélangé. On leur a dit, voilà, bah vous, les astrologues vous ont dit que ce serait ça, etc., etc., etc. Ben, à la fin, les deux groupes sont d'accord exactement pareil. Pareil, hein. Que si vous leur donnez au hasard ou avec un astrologue, ça veut dire la même chose. Mais j'attends juste que tu me prouves le contraire, Eulalie, y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Si tu me prouves le contraire, il n'y a aucun problème. Tu me prépares le truc? Ben oui, et ça peut marcher sur 1 comme ça peut marcher sur 40, mais ça prouve rien. Ça peut même marcher sur 100 personnes et que ça prouve rien non plus. Ok. Bon, allez, on va s'arrêter là-dessus. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions sur le cours plutôt que sur sur l'astrologie et autres? Le prochain appel, bah, je sais pas, on peut dire la semaine prochaine à la même heure, c'est bien? Donc, la semaine prochaine, on dit 14 heures. Je vous mets en ligne le chapitre 15 en version PDF. Là, je vous mets ça dans la journée. Et on parlera de ça la prochaine fois. Puis on fera des petits exos ensemble. Je mettrai peut-être deux, trois petits exos à faire, mais voilà, ce qu'on a déjà fait là, c'est largement suffisant pour le moment. Et puis pour la reprise, bah, on en saura plus a priori d'ici quelques jours. Mais vous, a priori, vous rentreriez vers le 25, théoriquement. Si ça se fait. Si ça se fait, c'est par petits groupes. Alors je vois pas trop comment on va faire. Et moi, mes enfants rentrent pas tout de suite, donc il va falloir que quelqu'un les garde. Donc je sais pas encore comment ça va se passer. On verra bien. Bon, en attendant, Eulalie, continue ton truc. Poisson lunaire, putain, ça veut rien dire. C'est dire quoi ça? Pas le rapport avec la lune. Poisson lunaire. D'accord. Donc toi, tu m'as dit quoi? Je suis ascendant balance, poisson lunaire. On croirait un petit peu dans les vieux dessins animés. Mais c'est bon, tu y es là, non? Tu l'as déjà la parole, hein, Eulalie? Ok. Alors, là, ça va chier des bulles secs. Donc, j'ai votre ascendant, j'ai votre signe lunaire, j'ai votre signe solaire. Donc là, si je veux, là, je peux calculer votre thème astral. Alors là, mais je saurai tous vos moindres secrets, hein, tous vos sentiments, hein, tout ce que vous ressentez, qui vous êtes en fait. Je peux déjà vous dire que vous êtes quelqu'un d'assez sociable. Quand il y a des gens, vous aimez bien avoir votre liberté. Ça, c'est en ce qui concerne les autres. Hein. C'est quand vous êtes avec du monde, vous êtes quelqu'un de généreux, mais vous pouvez aussi être indécis parfois. Ensuite, sur votre lunaire, alors ça, c'est vos émotions. Vous êtes poisson, donc ça veut dire que vous êtes quelqu'un quand même de relativement sensible, parce que les poissons,
Et la sensibilité ne font plus qu'un, hein. Mais vous êtes aussi quelqu'un qui donne beaucoup, qui est toujours là pour les autres, mais les autres ne sont pas souvent là pour vous en retour. Et étant donné que vous êtes vierge, bon, vous pouvez peut-être au premier abord paraître coincé, mais bon, au final, quand on apprend à vous connaître et que vous êtes en confiance, vous êtes relativement à l'aise. En gros, ce que tu me dis là, c'est que des trucs généreux. Alors déjà, positifs, généraux. En plus, ouais, vous aimez bien les gens, vous aiment bien, mais pas tout le temps. Tu vois, t'es toujours en train de te contredire à moitié dans ton truc. Et en plus, c'est même Mais pas vrai, MDR, quoi. en fait, vous avez pas entendu ce que j'ai dit? Mais par exemple, regarde concrètement ce que tu viens de me dire, juste le dernier truc. Tu m'as dit comment vous êtes généreux envers les gens, mais il y a toujours un mais derrière. Non, C'est toujours bah, faux. bien sûr, faut pas trouver des défauts. Aucun signe n'est parfait. Oui, mais il y a toujours, quand tu regardes tous les signes que tu donnes, que ce soit le thème astral que tu donneras, toujours un truc un peu flou, un peu vague, plutôt positif, avec quelques petits points négatifs, mais qui tu retrouves dans tout le monde. Tout le monde est plus ou moins généreux. Il y a personne qui va dire moi je suis un gros radin. Si, non, non, non. Parlez aux lions, vous allez voir. Les lions, vous allez voir. Alors Alors, eux, c'est c'est des quoi les vrais lions normalement? égoïstes. Les lions, bon, ils sont quand même majestueux. Généralement, ils sont drôles et beaux. Mais les lions, le problème, c'est qu'ils sont égoïstes et qu'ils pensent toujours à eux. Et là, je peux vous le prouver. Tous les lions que je connais et que je côtoie, ils sont tous égoïstes et ils pensent tous qu'à leur gueule. Donc en gros, tu me dis que tous les gens qui sont nés à un mois particulier, ça va jouer sur leur caractère de l'année. Moi, je pense surtout que le signe, c'est le reflet de qui on est, en fait. Et je me suis rendu compte quand j'ai vu que chaque caractéristique pour moi est en balance. C'est vrai, genre tout ce qu'ils disent sur moi, ou presque, parce que ça dépend du décan duquel on est, et ben c'est la plupart du temps, c'est vrai, et même pas la plupart du temps, c'est tout ce qu'ils disent sur moi, c'est vrai. D'accord, bah si je le crois, c'est bien pour toi, mais moi j'y crois pas une seconde. Mais après, alors qu'on soit d'accord, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour te prouver que tu as tort? Parce que finalement, il n'y a Il pas de faut rien preuve. faire. Bah voilà, c'est ça ce que je suis en train de te dire, je ne pourrais pas te prouver. Bah non, parce que vous, pour moi, je croirais jamais à ce que vous dites parce que l'astrologie, pour moi, c'est une vérité, genre c'est vrai. Et je dis pas que c'est la vérité absolue, mais il y a tellement de caractéristiques qui ressemblent aux personnes que je connais et tout par rapport à leur signe et tout ça. Enfin, il y a tellement de vérité que je peux pas en fait, je peux pas dire que c'est que du hasard. Genre pour moi, c'est pas possible. Le hasard, il n'existe pas déjà pour Si. moi. Bah bon, après. Non, mais voilà, si Mais tu me après, dis c'est que normal c'est. que vous êtes vierge, hein, c'est normal, hein, vous êtes un signe de terre, donc c'est complètement normal que vous croyez pas à tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est idéologique, on va dire, c'est normal que vous croyez pas, parce que vous êtes vraiment terre à terre, donc Ouais, bah, en fait, le truc, c'est que j'y crois pas une seconde, parce que déjà, ça repose sur rien, ça repose sur de voilà, rien. voilà. Vous avez besoin de théorie, vous avez besoin de quelque chose de logique, quelque chose qui a été prouvé par la science. Alors que moi, je suis un signe d'air, j'ai pas besoin qu'on me prouve les choses. Et vous, vous avez besoin de voir pour croire, pas moi. Ouais, mais tu vois, Eulalie, bah, c'est ça le problème, c'est que la science, c'est pas une croyance. Il faut pas mettre la science au niveau des autres croyances. La science, c'est des faits, Oui. c'est des choses qu'on analyse, des choses qui sont prouvées. L'astrologie, c'est prouvé que ça ne fonctionne pas plus que d'autres choses. Je te donnerai des liens à la prochaine fois. Mais tu peux y croire, c'est ton droit, c'est ton droit à tout. Mais me dis Ah bah pas j'y que... crois. Oui, bah c'est bien, mais me dis pas que ça fonctionne, etc. Ça fonctionne peut-être pour toi ou tu y crois. Mais ne me Voilà, demande moi pas j'y d'y crois. croire. J'y croirai jamais, moi, parce que moi, je ne peux pas y croire, parce que moi, je ne crois que ce qui est prouvable, ce qui est Voilà, scientifique. vous êtes basé sur la science, donc vous êtes bien un signe de terre, vous êtes bien vierge, voilà. On en revient toujours au même point. Alors, le lion, par exemple, est-ce qu'il y croit ou pas? Truc, Bah le lion, c'est un signe de feu, donc je peux... Enfin, je sais que... Après, ça dépend, enfin, je connais pas tous les signes par cœur, genre... Mais les personnes lions que je connais, oui. Après vous, les signes de terre, c'est... Franchement, la plupart des signes de terre, ils y croient pas parce qu'ils ont besoin de quelque chose de rationnel, ils ont besoin de quelque chose qui a été prouvé, qui a été... ouais, Je sais pas, ils ont besoin, vous avez besoin de preuves, vous avez besoin de quelque chose qui a été démontré et tout ça. si je Pour vous, trouve une balance, l'imaginaire, c'est quelque chose qui est complètement imaginé par les fous, on si va je trouve dire. une balance qui y croit, mais qui est vraiment terre à terre à mort, est-ce que ça prouverait que les gens Une n'existent balance qui pas? est terre à terre, bah, faut que son ascendant et que son signe lunaire, enfin, ce soit des signes de terre alors. Oh là là. Faudrait que tu me donnes vraiment une date de naissance précise et je regarde autour de moi si j'en ai pas pour dire voilà, cette personne-là, elle va contredire ton truc. Si je trouve une seule personne qui contredit ton truc, qu'est-ce que tu diras?
Bah, je dirais que ça peut pas tomber sur tout le monde, quoi. Ouais, Mais donc je vous jure que je continuerai pas, vous n'arriverez pas à me convaincre. En c'est un plus, je truc suis qui marche, têtue, mais donc pas vous trop, quoi. n'arriverez pas. Un truc qui marche, mais pas trop, quoi. Bah, ça dépend des gens après, mais je peux calculer l'ascendant et le signe lunaire de tout le monde, hein. Tout le monde en a un, de toute manière. C'est pas certaines personnes en particulier, c'est tout le monde. Ouais, d'accord. Bon, Je vous d'accord. explique ça la prochaine fois, mais il Ouais, faudra 2 heures de cours parce que moi, si je vais vous expliquer ce que c'est qu'un ascendant et un signe lunaire, il faudra plus de temps, hein. tu m'étonnes. Surtout que ça a changé entre-temps. L'autre moment où l'astrologie a été inventée, le moment où les signes ont été. Actuellement, les signes astrologiques ont bougé, hein, accessoirement, par rapport aux dates. Ah non, 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 ça n'a rien à voir avec les constellations. C'est par rapport aux planètes, l'astrologie. Du coup, non, Par y a rapport rien aux qu'à bouger. planètes. Ah oui, les alignements et tout ça, là. Oh là là, oui, d'accord. Oui, en fait, les signes astrologiques, on a juste pris le nom des constellations, mais ça n'a rien à voir avec les constellations. C'est par rapport à l'alignement des planètes et tout ça, c'est régi par les planètes, c'est autre chose encore, Oh là les là. Ouais, mais constellations. tu peux concevoir que je ne peux pas comprendre un seul truc de ce que tu me dis, là. Oui, Sans je mentir. comprends parce que je sais que vous n'êtes pas intéressé par tout ça, du coup. C'est pas, je suis pas intéressé, mais si on me prouvait que ça marchait, enfin, du moins qu'il y a si tu veux, quand il y a un truc que je ne comprends pas, je vais essayer de trouver l'explication scientifique derrière. Mais Oui, là, oui, il je n'y a sais parce aucune que vous explication êtes comme scientifique ça. derrière. Il n'y en a pas. Oui, Donc, pour moi, je peux pas y croire. oui, voilà. Ouais, mais moi, le Mais je cours, comprends, je sais. Hein, maintenant que je connais votre signe, c'est bon, hein. tant mieux. Ouais. Ok. Bon, et bah écoutez, à la semaine pro, hein, À la bise. semaine prochaine, tout le monde. Donc, on dit lundi 14 h. Et puis, on fera le chapitre 15. Je vous mets le chapitre 15 en ligne. Allez, bonne semaine à tous!